Allez, donc bonsoir. Il ne reste plus qu'une quinzaine de semaines avant le Tour du Mont Blanc, ce qui est peu, mais c'est assez pour faire une réelle différence dans votre performance, ça c'est clair. Si vous pouvez, surtout si vous pouvez vous consacrer à votre entraînement de manière sérieuse. Si vous voulez être au mieux, il va falloir s'entraîner dur, et je dirais même voir très dur, mais il ne faut jamais oublier le rôle essentiel de la récupération dans votre entraînement. Sans récupération, votre corps ne va pas s'adapter et vous allez simplement creuser le trou. Donc, s'entraîner dur, oui, mais programmer la récupération après. Alors, voyons comment s'organiser pour le mieux. Donc, juste un récap de la série des présentations. J'ai fait la première le 12 décembre. Elle est disponible sur YouTube si vous souhaitez le voir ou le revoir. Cette deuxième présentation ce soir concerne la deuxième moitié de l'entraînement de maintenant jusqu'à la fin juin. Et enfin, le 3 juillet, je présenterai comment réussir au mieux votre tour du Mont Blanc le jour J. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre 30 secondes pour parler de nos stages d'entraînement, puisque tous ces stages sont conçus pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats possibles lors de vos épreuves. Donc, ce qu'on a cette année, bon, là, la photo, vous voyez, on était à Gran Canaria, ça c'est fini. Le prochain, c'est en course fin avril, dans les belles montagnes courses, où nous allons faire un gros bloc d'entraînement. Et le deuxième est au mois de juin, début juin, en Savoie, aux alentours de Beaufort. C'est sur le parcours de l'étape du Tour. En fait, la plupart des participants vont faire l'étape du Tour. Mais ça conviendrait évidemment très, très bien comme bloc d'entraînement pour le Tour du Mont Blanc aussi, avec le coaching technique en prime. Attention, il ne reste plus que deux places. Alors, pour plus de détails, voir notre site web ou vous m'envoyez un mail à info@alpincode.com. Voilà, on vient à l'épreuve. Je rappelle qu'elle est une vraie référence parmi les ultra-fondos. Elle est extrêmement difficile, à plus de 330 km et 8300 mètres de dénivelé, sur un total de 154 mètres de montée. C'est quand même énorme. Donc, il ne faut surtout pas le prendre à la légère. Le départ a lieu à 5 heures du matin et l'heure limite d'arrivée est minuit, ce qui veut dire que vous devez mettre moins de 19 heures pour terminer dans les temps et pour être finisher officiel. En général, environ 40% des participants ne terminent pas l'épreuve. Voilà, il n'y a pas de classement officiel car c'est avant tout un défi d'endurance. Alors, que faut-il pour bien réussir cette épreuve? Lors de ma première présentation, j'ai passé pas mal de temps à expliquer les exigences de l'épreuve et les principes d'un plan efficace. Donc ici, je vais juste faire un petit rappel très rapide. Le premier principe et le plus important est que vous devez en faire une priorité. Et ça veut dire une vraie priorité, pas juste dans votre entraînement, mais dans une certaine mesure aussi dans votre vie. Parce qu'il faut quand même s'entraîner pas mal d'heures par semaine si vous voulez être sûr d'être finisher. Ensuite, s'entraîner régulièrement, bien sûr, au moins 4 et mieux 5 ou 6 jours par semaine. L'objet principal de l'entraînement, c'est de construire une base aérobie solide. En parallèle, vous développerez votre capacité à brûler les graisses ou à oxyder les lipides, si vous préférez le terme technique. Il faut aussi développer votre durabilité, c'est la capacité de continuer à pousser sur les pédales pour grimper en fin de parcours lorsqu'on est vraiment fatigué. Il faut avoir cette endurance de force, comme on l'appelle aussi. Pour y arriver, il faut bien sûr faire autant de dénivelé que possible. Je sais que ce n'est pas évident si vous habitez loin de la montagne, mais bon, faites ce que vous pouvez. Augmentez progressivement la charge. Il ne faut pas faire des grosses augmentations de charge parce que vous n'allez pas pouvoir continuer. Récupérer pour devenir plus fort, ça j'en ai déjà dit quelques mots, c'est vraiment essentiel. S'entraîner au bon moment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est lorsque votre corps est prêt à supporter la charge. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et enfin, il ne faut pas oublier de travailler vos compétences techniques, sauf pour ceux qui sont vraiment déjà top. Mais il faut être top, notamment dans les descentes, pour réussir cette épreuve, parce que c'est là où on peut gagner un peu de temps, mais aussi c'est là où on prend des risques. Donc attention.
Alors, voici un bref rappel du cadre du plan d'entraînement que nous avons abordé dans la partie 1. Le plan comporte trois phases, préparation, pré-compétition et compétition. Et nous allons parler ce soir de la phase de pré-compétition, où vous devez ajouter du volume et de la spécificité. Le plan d'entraînement CAD, vous l'avez peut-être vu ou téléchargé déjà. C'est sur le site internet de la TMB ou du TMB, dans la rubrique plan d'entraînement. Ou sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un mail pour me le demander. La deuxième page du plan vous propose une semaine d'entraînement type et des séances d'entraînement pour chaque période. Donc tout ça, c'est plein d'informations. Il y a aussi sur le site internet du Tour du Mont Blanc une explication en plusieurs pages des principes d'entraînement que vous pouvez télécharger. Alors, voyons maintenant ce qui devait figurer dans la deuxième partie de votre plan d'entraînement d'ici à fin juin. Donc, les principaux objectifs à atteindre pendant ces prochains mois sont d'abord, premièrement, renforcer votre endurance aérobie afin de pouvoir rouler une dizaine d'heures ou plus sans fatigue excessive. Et en parallèle, augmenter votre capacité à brûler les graisses. Deuxièmement, et lié au premier, optimisez votre nutrition afin d'alimenter correctement votre entraînement et de faciliter l'oxydation des graisses. Cette partie-là devrait représenter 90% de votre entraînement, à peu près. Troisièmement, et pour les 10% restants, travaillez sur la durabilité, c'est-à-dire l'endurance de force ou votre capacité à répéter les longues ascensions et surtout les parties raides sans perte de puissance. Alors, quatrièmement, le Tour du Mont Blanc est autant un défi mental que physique. Il est donc important que vous travailliez vos capacités mentales. Et enfin, il faut inclure les exercices, comme j'ai dit tout à l'heure, pour affiner vos compétences techniques, telles que les descentes et les virages à vitesse élevée. Donc voilà les objectifs. Voyons maintenant comment procéder. Alors, comment renforcer votre endurance aérobie? Vous devez, à un certain niveau, c'est pas compliqué, hein. Vous devez faire autant de longues sorties que possible. L'indicateur clé est le temps et non pas la distance. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si votre objectif est la distance, vous serez forcément tenté de rouler vite, ou plus vite en tout cas, pour finir tôt, ce qui est contraire à votre objectif. L'objectif des sorties longues est de développer votre endurance aérobie et votre capacité à brûler les graisses, ce qui est optimal à un niveau d'intensité inférieur au premier seuil de lactate, le seuil aérobie. Donc c'est dans la zone intensité 2. Si vous roulez à tempo, dans la zone intensité 3, vous allez vous fatiguer pour rien, parce que ça n'apporte pas plus d'adaptation en fait. Et surtout, ça n'aide pas à développer cette capacité à brûler les graisses. Donc, fixez-vous donc un objectif de durée et non de distance. Et veillez à rester en dessous de ce premier seuil. Pour la plupart des gens, cela signifie 60 à 70% de votre FTP ou votre puissance critique ou de votre fréquence cardiaque maximum. À peu près 60 à 70%. Évidemment, ça c'est une fourchette large, il faut préciser ça pour vous-même. Alors, combien d'heures faut-il rouler? Vous devriez être déjà au niveau de faire une sortie de 5 à 6 heures par semaine, une sortie de 5 à 6 heures par semaine, et vous devrez passer à au moins une sortie de 10 heures d'ici la mi-juin, d'après moi. À quoi donc doit ressembler votre semaine? Moi, je préconise une sortie longue, donc entre 6 à 7 heures en ce moment, allant jusqu'à 10 heures, voire peut-être même 11 heures. Une deuxième sortie longue qui, à l'heure actuelle, va peut-être être 2 à 3 heures et que vous pousserez jusqu'à 5 à 6 heures. Et puis une troisième sortie, ou même un quatrième aussi, qui sont des sorties de récup, donc vraiment à faible vitesse, faible intensité, de 1 à 2 heures. La semaine à faible volume, la semaine de récupération, peut correspondre à 50% de ce volume ou moins. Et il faut surveiller votre état de préparation pour les longues sorties, comme nous l'avons vu, euh, comme nous allons voir tout à l'heure, excusez-moi.
Alors, les longues sorties peuvent être un peu ennuyeuses. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Venons-en maintenant à la nutrition. Il s'agit d'une partie très importante de votre entraînement. J'en ai beaucoup parlé lors de ma série de vidéos en 2024 que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc ici, il s'agit principalement d'un rappel. Le premier point est de vous assurer que vous mangez suffisamment pour alimenter correctement votre entraînement. Le deuxième point est de continuer à développer votre capacité à puiser dans la graisse. Et là, l'optimisation de la nutrition est importante pour aider ça. Et le troisième point est d'entraîner votre tube digestif à absorber suffisamment de glucides pendant la course. Donc, on va regarder rapidement ces trois points. Tout d'abord, alimentez votre entraînement. Les points principaux ici sont, d'une part, qu'il faut manger une grande variété d'aliments non transformés de la meilleure qualité possible. Hein, essayez d'éviter quand même la nourriture industrielle. Et d'autre part, il faut adapter votre consommation à votre dépense énergétique. Vous devrez manger beaucoup moins lors d'une journée de récup ou de repos que lors d'une journée de sortie longue, tout simplement. Donc, il faut adapter la nutrition à l'entraînement. Lors d'une longue sortie, vous pouvez facilement dépenser 4 ou même 5 000 calories que vous devez remplacer. Hein, ne vous laissez pas tenter par l'idée de perdre du poids. Vous perdrez peut-être du poids, mais vous risquez de ne pas profiter de l'entraînement et de ne pas être en bonne condition pour vous entraîner à nouveau le lendemain. Donc, attention à faire la restriction de calories. Éventuellement, un tout petit peu, mais lorsque vous dépensez 4 ou 5 000 calories, il faut quand même remplacer au moins 80%. Hein. Alors maintenant, regardons comment continuer à développer votre capacité à brûler les graisses. Commencez votre sortie en I2, donc à intensité niveau 2, vraiment à faible intensité. Si vous ne faites que quelques minutes au départ à une intensité élevée, vous incitez votre corps à brûler des glucides plutôt que des graisses. Donc, en quelque sorte, vous démarrez le mauvais moteur. On a les deux moteurs. Ben, c'est très schématique parce qu'on fait évidemment les deux fonctions ensemble. Mais vous allez démarrer plutôt les glucides et après, le corps va continuer à brûler les glucides. Donc, commencez lentement à faible intensité. Restez prudent et ne passez même pas 50% de votre FTP pendant la première heure ou même les 2 premières heures, en particulier si vous commencez la sortie sans petit déjeuner, donc à jeun. Pour les sorties jusqu'à 5-6 heures, vous pouvez probablement éviter de manger pendant les 2 à 3 premières heures, Hey, Thierry, même si, je vais le mettre en mute, même si vous êtes à jeun. Mais assurez-vous d'avoir suffisamment à manger ou d'avoir de l'argent pour vous arrêter et acheter la nourriture. Alors, attention de la fringale. Au bout de 3 heures, il est important de commencer à manger. Même peut-être au bout de 2 heures si vous n'êtes pas habitué. Et à ce moment-là, vous consommez au moins 60 grammes de glucides par heure jusqu'à 90. Enfin, écoutez attentivement votre corps lorsque vous faites cela. Vous ne devez réduire ou même supprimer l'apport en glucides que pendant une période limitée et durant une fenêtre précise, essentiellement au début des longues sorties, afin de pousser votre corps à brûler des graisses plutôt que du glucose dès le départ. Ok? Ne perdez pas de vue le message que l'on vient de voir. Alimentez votre entraînement. Si vous mangez moins pendant la sortie, vous devez manger plus après. Voilà pour cela. Alors, ce n'est pas du tout la même approche lorsqu'il s'agit de sorties très longues ou de sorties avec des intervalles. Je ne recommande pas de faire une sortie de plus de 6 heures à jeûne, enfin commençant à jeûne. Prenez d'abord votre petit déjeuner. Vous pouvez ensuite attendre 1 heure avant de manger, puis commencer à consommer 60 grammes de glucides par heure ou plus. Ainsi, vous démarrez en mode oxydation des graisses, mais vous complétez au bout d'1 heure avec des glucides pour éviter la fringale plus tard. Il faut comprendre qu'en plus d'entraîner vos mitochondries à brûler autant de graisse que possible, vous devez entraîner votre tube digestif à tolérer les quantités élevées de glucides dont vous aurez besoin sur le tour du Mont Blanc. Et vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Donc, ils doivent être sur des sorties différentes.
Hein, donc, vous allez développer votre capacité à brûler les graisses pendant des sorties à intensité faible, jusqu'à 5-6 heures, et votre capacité à digérer beaucoup de glucides sur des sorties plus longues et sur des sorties avec des intervalles en intensité. Il faut s'alimenter correctement pour faire de l'intensité dès le départ, sous peine de perdre en efficacité de l'entraînement. Ensuite, on passe donc au troisième point qui est de développer votre durabilité. Donc, c'est la capacité à fournir des efforts répétés à une intensité modérée à élevée. Nous ne sommes pas trop concernés par une intensité élevée sur le Tour du Mont Blanc, mais nous sommes certainement concernés par le besoin de franchir les dernières montées sur des jambes très fatiguées et à faible cadence. Donc, en d'autres termes, plus votre durabilité est bonne, plus vous avez de chances de pouvoir atteindre l'arrivée. Il existe deux façons de travailler enfin, pardon, trois façons de travailler la durabilité. La première consiste à faire des séances d'intervalle à intensité modérée sous le seuil à faible cadence, donc I3 ou I4 maximum, mais pas au-dessous le seuil, c'est pas au-dessus, c'est pas la peine. Vous pourriez faire des intervalles de 8 minutes, pardon, de 8 fois 5 minutes en avril, passer à 4 fois 10 minutes en mai, puis à 3 fois 15 minutes, 2 fois 20 minutes, ou même 3 fois 20 minutes en juin. Vous ne devrez pas faire plus d'une séance d'intervalle par semaine, parce que pour le Tour du Mont Blanc, ça serait trop. Je ne dirais pas la même chose pour le Marmont, attention, hein, mais pour le Tour du Mont Blanc, l'essentiel, c'est la longue distance. Soyez prudent lorsque la cadence est faible, car il est facile de se faire mal au dos, hein, je parle d'expérience, hein. À moins que vous ne fassiez déjà cela souvent, je conseille de rester au-dessus de 50 tours par minute. Alors, la deuxième façon de travailler la durabilité est tout simplement d'augmenter l'intensité lorsque les jambes sont déjà fatiguées, donc vers la fin d'une longue sortie. Donc, encore une fois, il est conseillé de le faire à faible cadence, mais assurez-vous que vous n'avez pas mal au dos et mettez-vous fréquemment en danseuse. Et bien sûr, le troisième, c'est tout simplement de participer dans une épreuve à la montagne, un grand fondo ou un cyclo. Alors, on a la chance en France d'avoir un grand choix d'épreuves. Donc, voici la liste que j'ai trouvée sur velotir-cyclosport.com jusqu'à mi-mai. Évidemment, ça continue. Il y a beaucoup plus en mai et au mois de juin. Euh, il y a plein d'épreuves. Et on a l'embarras du choix. J'ai mis en rose Alpine Col ceux qui ont le plus gros dénivelé. La route verte a presque 3000 mètres de dénivelé et la Thierry à Claverola à presque 4000 mètres de dénivelé. Donc, si vous n'êtes pas trop loin de l'Isère, ça peut être intéressant. Je vais peut-être y aller moi-même d'ailleurs. Enfin, je pense y aller moi-même. Donc voilà pour des épreuves. Alors, j'avais dit au début, c'est important d'être prêt pour une séance intense. Pourquoi? Il est important de comprendre que vous ne devez faire une telle séance que si votre corps est vraiment prêt. Parce que si votre corps n'est pas prêt, c'est-à-dire si vous êtes très fatigué, si vous avez des jambes très raides, les muscles courbaturés, ou si vous êtes très stressé, ça peut être le stress de l'entraînement, mais ça peut être n'importe quel stress de la vie, du boulot, de la famille, de n'importe quoi. Dans ces conditions, faire un entraînement intensif, ça a été prouvé par la recherche, serait littéralement une perte de temps. Pourquoi? Parce que votre corps ne serait pas en mesure de créer les adaptations que vous souhaitez. Sans rentrer dans trop de détails techniques, c'est parce que votre corps est plein d'hormones qui sont là pour gérer le stress, pour gérer la fatigue, pour gérer les muscles courbaturés, etc. Et c'est des hormones qui ne permettent pas de reconstruire après une séance dure. Donc, ne tombez pas dans le piège de no pain, no gain, ou comme on dit en anglais, où on n'a rien sans mal. Mais on pose la question, évidemment, comment savoir s'il est raisonnable de s'entraîner ou non? Alors, les professionnels et certains amateurs sérieux ont des outils pour mesurer son état de fatigue et de stress, tels que la fréquence de la variabilité cardiaque, dont j'ai déjà pas mal parlé lors de conférences précédentes.
Le problème, c'est qu'ils sont pas faciles à utiliser et franchement, je les classerai dans la catégorie des gains marginaux. Tout ce que vous avez réellement à faire, c'est de noter comment vous vous sentez sur ces trois échelles de fatigue, de courbature et de stress, peu après que vous vous êtes levé le matin, et d'utiliser les résultats pour adapter votre programme si nécessaire. Soyez honnête avec vous-même et en particulier avant une séance d'intervalle intense ou une sortie de plus de 7 heures, faites attention. Enfin, repensez le plan peut-être. Les signaux d'alerte pour moi sont les mesures à 5 ou plus. Donc en cas de doute, soyez prudent. Vous pouvez toujours vous entraîner facilement, faire une sortie de récupération, 1 ou 2 heures, mais évitez les séances difficiles qui ajoutent beaucoup de stress supplémentaire à votre système. Voilà. Alors, on vient maintenant à la force mentale. Vous n'avez aucune chance de terminer le Tour du Mont Blanc si vous n'êtes pas fort, voire très fort sur le plan mental. Honnêtement, je pense que c'est la principale raison pour que les gens s'arrêtent et ne terminent pas. C'est le mental. Nous n'avons pas le temps de traiter ce sujet en profondeur ce soir, mais la question clé est celle-ci. Alors, pourquoi faire cette épreuve? Que diable allais-je faire dans cette galère, on pourrait même dire? À quoi bon de se faire autant de mal? Si vous vous sentez épuisé, que vous en avez assez et que vous ne trouvez pas de bonne raison d'aller jusqu'au bout, à quoi bon? En revanche, si vous avez une motivation importante pour le faire, seules les choses qui échappent réellement à votre contrôle vous empêcheront de terminer. Donc les motivations doivent avoir du sens et doivent vous appartenir. Il peut s'agir de motivations internes et personnelles, comme tout simplement le plaisir de faire un beau parcours et la satisfaction de recevoir la médaille de finisher sur une épreuve mythique. Ça motive beaucoup de monde. Hein, mais il faut vraiment renforcer ça pour que ça soit suffisamment fort pour que vous êtes prêt à vous faire suffisamment de mal pour aller au bout. Ou les motivations peuvent être externes. Par exemple, mes collègues, enfin mes compatriotes anglo-saxons font beaucoup de collecte d'argent pour des épreuves, pour des œuvres de charité dans des épreuves comme ça. Donc ça peut être une motivation externe très forte. On collecte de l'argent. Ou on peut être motivé pour faire plaisir à d'autres personnes ou impressionner d'autres personnes. C'est une motivation que je ne critique absolument pas. Toutes les motivations sont valables et ne sont pas d'ailleurs mutuellement exclusives. Euh, la chose l'essentiel est de bien réfléchir et d'être clair dans votre tête à l'avance, de sorte que lorsque les choses deviennent difficiles, vous puissiez vous rappeler pourquoi vous êtes dans cette fameuse galère. Alors, la force mentale ne se résume pas à cela. Cependant, et bien évidemment, vous pouvez trouver le guide Alpine Calls sur le site web du TMB sur la force mentale. Si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un email pour le demander directement. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Alors, le point 5, on passe aux compétences techniques. Vous devez pratiquer et améliorer vos compétences techniques telles que grimper, évidemment, euh, de manière efficace et économique. Vous devez pouvoir descendre rapidement et en sécurité. Vous devez pouvoir manger sur le vélo toutes les 15 minutes. Bon, c'est des trucs de base, j'espère, pour la plupart des gens qui vont faire le tour du Mont Blanc, mais quand même. C'est important de pouvoir aussi changer vos vêtements pendant que vous roulez, parce que là, vous pouvez perdre bêtement 2-3 minutes si vous vous arrêtez à chaque fois que vous devez mettre ou enlever une veste. Voilà, et puis le dernier, c'est toujours dans le domaine des compétences. N'oubliez pas qu'il pleut parfois dans les Alpes et qu'il peut très bien pleuvoir sur le tour du Mont Blanc. Et s'il pleut, il va aussi faire très froid, surtout à demi-mètre et au-delà. Donc, courir sous la pluie, ça comporte plusieurs défis supplémentaires par rapport à la course par temps sec. Alors, il faut s'y entraîner. Tout d'abord, il n'y a rien de pire que d'être sous la pluie avec des vêtements inadaptés. Donc, il est donc très important de tester différentes alternatives jusqu'à ce que vous trouviez les meilleures solutions pour vous. Et puis, le deuxième point concerne le maniement du vélo, qui est évidemment plus difficile sur des routes mouillées et glissantes.
et qui nécessitent aussi de la pratique. Donc ne soyez donc pas un cycliste à la petite semaine, hein, j'espère que vous ne l'êtes pas, et sortez de temps en temps sous la pluie pour vous y habituer. Ce serait vraiment dommage de s'entraîner toute l'année pour le Tour du Mont Blanc, arriver, et puis puisqu'il pleut, on dit, bon, ben, je renonce, je n'y vais pas. Alors, quelques mots sur le travail en dehors du vélo. Grimper plus de 8300 mètres nécessite non pas seulement de l'endurance aérobie et de la durabilité, mais aussi des muscles forts dans les jambes. Enfin, ça paraît évident, non? La meilleure façon de renforcer vos muscles est de le faire en dehors du vélo. Pour ce faire, vous devrez planifier, à mon sens, une ou deux séances par semaine en salle, avec comme but plutôt le maintien de ce que vous aurez développé depuis novembre, que d'en ajouter davantage. Donc, de novembre à mars, on renforce les muscles et d'avril jusqu'à l'épreuve, on maintient ce qu'on a, enfin, cette force qu'on a développée. Soyez prudent quand même en salle pour limiter le risque de blessure. Il faut vraiment une bonne technique. La deuxième partie concerne la mobilité et la souplesse, qui sont vraiment importants lorsque vous faites autant de vélo et surtout lorsque vous dépassez l'âge de 40 ans. Je conseille 2 à 3 séances au moins 15, enfin, je dirais au moins 10, encore mieux 15 ou 20 minutes par semaine, suivant une technique telle que les pilates ou le yoga. Mais là encore, l'apprentissage d'une bonne technique est essentiel pour éviter le risque de blessure. Enfin, vous devez compléter régulièrement votre entraînement par d'autres activités physiques telles que la marche à pied ou la natation. Encore une fois, c'est pour éviter d'accumuler des graves déséquilibres et des problèmes musculaires au fil du temps. Alors, terminons donc par une semaine d'entraînement typique. D'abord par la semaine de charge et ensuite par la semaine de récupération. Voici un plan pour quelqu'un qui va s'entraîner 20 heures. Notez que la plus grande partie de cet entraînement a lieu le week-end. Donc, il y a quoi? Il y a 13 heures en fait le week-end. Donc, il reste 7 heures à caser dans la semaine. Donc, c'est un maximum de 1 à 2 heures par jour pendant la semaine. Donc, c'est pas évident à caser, mais c'est faisable c'est faisable si vous pouvez vous arranger, surtout avec la famille pour le week-end. Alors, la première chose à noter est que vous ne pouvez maintenir ce niveau d'entraînement que si vous y êtes déjà habitué. Hein, si vous vous entraînez actuellement juste, enfin, juste entre guillemets, parce que c'est déjà pas mal, hein, 10 heures par semaine, il vous faudra probablement jusqu'au mois de juillet, voire plus, pour pouvoir supporter les 20 heures par semaine, semaine après semaine. Vous pouvez bien sûr faire cela ou plus en une seule semaine lors d'un camp d'entraînement, et c'est très bien. Vous ne pouvez pas le maintenir semaine après semaine sans adapter lentement votre corps sur une longue période. Mais bon, si vous pouvez vous entraîner autant, les sorties les plus importantes restent les longues sorties à faible intensité de samedi ou dimanche, et dimanche, pardon, suivies de la séance d'intervalle de mercredi et les deux autres sorties à faible intensité le mardi et le jeudi. Bon, évidemment, vous pouvez arranger ça quand vous voulez. C'est à peu près comme ça que je ferai moi et que je conseillerais, mais arrangez-le comme ça vous arrange, évidemment, avec vos contraintes. Vous complétez ces séances par une séance de musculation hors vélo, probablement le mardi, et quelques séances de mobilité qui pourraient avoir lieu le lundi et le vendredi sur mon plan à moi là. Alors, la semaine de récupération, pas de travail d'intensité pendant cette semaine-là, mais il faut quand même maintenir un volume décent de sorties de faible intensité. Donc, on est quand même à 10 heures d'entraînement pour la semaine, avec un total de quoi? De 8 heures de vélo. Hein, donc ça, c'est 20 heures et 10 heures. Je préconiserais à peu près comme ça. Si vous ne pouvez que faire 15 heures, évidemment, vous réduisez enfin, j'ai pas prévu de semaine type pour 15 heures, mais il faut réduire comme ça comme ça vous est possible. Voilà. Enfin, un plan ne sert à rien si vous ne le suivez pas. Donc voici quelques conseils simples fondés sur la recherche qui ont fait leur preuve pour aider à suivre un plan.
D'abord, écrivez-le à la main, de manière hebdomadaire, en se faisant utiliser des verbes actifs. Par exemple, rouler 6 heures et non pas simplement sorti de 6 heures. Faites en sorte qu'il soit mesurable et si utilisez des rappels visuels comme des post-it, renouvelez-les chaque jour. Sinon, ils font partie du décor. Vous le collez sur la porte du frigidaire ou peu importe. Et puis, au bout d'un moment, vous ne le voyez plus. Donc, il faut le renouveler tous les jours. Alors, voici donc un exemple d'un plan hebdomadaire écrit à la main avec des verbes actifs et tout est mesurable. Donc, si vous faites ça semaine par semaine, ça vous aiderait à respecter le plan. Eh bien voilà, si vous suivez ces conseils, vous devez être paré pour faire une bonne course le 12 juillet. Je rappelle que je présenterai une dernière conférence le 3 juillet intitulée Réussir au mieux votre Tour du Mont Blanc. Et elle sera consacrée, bien entendu, à l'épreuve et comment le courir au mieux le jour J. Alors, c'est à vous de jouer. Prenez ces conseils, adaptez votre propre plan d'entraînement et surtout, suivez le plan. Permettez-moi de vous rappeler que si vous souhaitez un soutien professionnel pour être vraiment au top le jour J, nous pouvons venir vous aider de manière complémentaire par un stage d'entraînement pour un gros bloc, ainsi qu'un coaching individuel et un coaching vraiment individuel en particulier au jour par jour pour un suivi et des conseils personnalisés vraiment au quotidien. Voilà. Questions, vous pouvez m'envoyer et bien sûr, je reste disponible pour des questions tout de suite après. Donc,